Madame, Messieurs, bienvenue à la Rétro sur Canal 2 International, votre rendez-vous dominical de l'information, l'actualité revue et commentée. Cette semaine, justement, l'actualité a été meublée par les élections au barreau. Les organes permanents de l'Ordre des avocats au Cameroun ont été renouvelés au cours d'une assemblée générale élective qui a finalement porté Maître Éric Mba à la tête de la corporation. Toujours dans l'actualité, la session parlementaire de juin bat son plein avec des dépôts de textes qui se poursuivent. Enfin, la semaine a été ponctuée par des journées mondiale de lutte contre la drépanocytose, des veuves, de l'enfant africain ou encore la fête de la musique. Mais avant de passer dans la partie entretien de cette émission, jetons un petit coup d'œil dans le rétroviseur pour vivre en images ces actualités qui ont meublé la semaine. Dès la proclamation de sa victoire par le président de l'Assemblée générale, la salle scande son slogan de campagne. Ubuntu en langue zoulou d'Afrique du Sud, traduction « Je suis parce que nous sommes ». C'est ce leitmotiv qui a permis au bâtonnier Éric Mba de rallier la majorité des avocats anglophones comme francophones à sa vision qui prône unité et solidarité. Chers confrères, des élections maintenant c'est l'histoire. Regagnons nos bureaux, regagnons nos maisons communes qui est le barreau. Des 4 candidats sur la dernière ligne droite des élections, il est le plus jeune, 52 ans. Et pourtant, pétri d'expérience, un peu plus de 20 ans au barreau du Cameroun. Il était jusque-là le représentant du bâtonnier pour la région du Nord-Ouest dont il est originaire, de Batibo précisément, et sa jeunesse sera un atout pendant les 2 prochaines années afin d'apporter un nouveau dynamisme au barreau. Que ceux qui sont venus de loin, de Bamenda, Gaoundé, Garoua, je vous souhaite de bons voyages et qu'on reste toujours unis comme le barreau du Cameroun qui est à ce moment le gagnant. Dans sa feuille de route, le gentleman annonce entre autres la lutte ardue contre la corruption au sein de la corporation, la revalorisation des honoraires des avocats et un conseil de l'ordre à 25 au lieu de 15 pour gérer de façon plus efficiente les près de 4000 avocats inscrits au tableau de l'ordre. Merci, merci, merci. Le projet en question vise l'extraction de 10 000 millions de tonnes de minerais de fer par an à Lobé, par Kribi dans la région du Sud Cameroun. Un bon projet selon le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique. Je voudrais rassurer la représentation nationale que ce projet est bien gagnant-gagnant, autant pour l'État du Cameroun que pour le partenaire futur exploitant du gisement. C'est le fruit de la convention signée le 6 mai dernier entre l'État du Cameroun et l'entreprise Sinosteel. Elle s'étend sur une période de 20 ans renouvelable par tranche de 10 ans. Une niche d'opportunité donc, selon Gabriel Dodondoke. Sur les 20 dernières années, la fluctuation du cours du fer à l'international est passée de 18 $ en 2022 à 220 $ en 2021. Face aux députés membres de la commission production et commerce, le membre du gouvernement redonne un sentiment sécurité quant au respect des exigences légales. Dépôt auprès de l'administration en charge des mines d'une étude de faisabilité bancable justifiant et expliquant les conditions de la future exploitation. Justification des capacités techniques et financières pour la réalisation du projet par le candidat au permis d'exploitation. Au sorti de cette séance d'information et d'échange, chaque membre de cette commission a le cœur net au sujet de ce projet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive.
Le kit comporte un système de stylet à usage plutôt simple. Le petit tampon à l'extrémité permet de faire des prélèvements par voie buccale, insérés par la suite ici par une pression de verrouillage, laquelle va afficher dans un délai de 15 minutes le ou les substances stupéfiantes consommées. On gagne en temps et ce n'est pas le seul avantage. À la fois, il est à usage unique, il est pérenne dans le temps. Ces tests sont très modernes et ils ont surtout un long maintien de la lecture visuelle du contenu. Ce sont au total 1000 tests qui devraient couvrir à peu près 2 années d'utilisation par les services de la police judiciaire. Le dispositif de lutte contre la drogue et autres stupéfiants, préoccupation permanente de la Délégation générale à la sûreté nationale, renforcée. Le secrétaire général de la DGSN exprime sa reconnaissance à la France au nom du chef de corps. Le matériel que vous présentez aujourd'hui va certainement renforcer les enquêtes judiciaires et surtout les moyens, les éléments de preuve qui sont fournis par les services de police dans ce domaine. Ce partenaire de longue date n'entend pas s'arrêter en si bon chemin. Des dons de matériel de protection individuelle pour les personnels investis dans les zones sensibles sur le triangle national, également annoncés. La direction de la coopération et de sécurité de défense ainsi que le centre de crise et de soutien en France a validé mon projet de doter la DGSN de 75 gilets pare-balles classe 4 avec plaques en céramique ventrale et dorsale. Elle équipera également de 75 casques pare-balles également, dotés chacun d'entre eux de 75 visières pare-balles. Selon le représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun, tout ce matériel sera commandé dès le mois de septembre et devrait arriver en territoire camerounais en janvier 2023. C'est un militaire tout singulier entre les mains des éléments de la Légion de gendarmerie du centre. Tenue militaire bien enfilée, le bonhomme de 21 ans se faisait passer pour un caporal-chef de la Marine nationale. Lui, il s'est présenté comme caporal-chef, disant qu'il appartient à la Marine nationale. Malheureusement, et c'est un indice qui nous a conduit à le détecter comme faux militaire. Le suspect est appréhendé à bord d'un bus de transport en commun le 20 juin dernier à Nomayos, lors d'un contrôle mixte alors qu'il se rendait dans la ville de Kribi. À l'avant du bus, les gendarmes ont interpellé le gars. J'ai fait un geste brusque. Ils ont demandé que je soulevais les bras, qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont demandé ma carte et mon titre de permission. Et ils m'ont demandé de sortir. Et c'est là que j'ai été pris. Nous avons essayé de le questionner. Nous nous sommes rendus compte qu'effectivement, il s'agissait d'un faux militaire, de par la tenue, son accoutrement et son attitude. C'est au cours des fouilles de ces affaires que les forces de l'ordre découvrent un port illégal d'uniforme et l'usage des armes légères. Ce sont les effets de mon feu oncle. Lui était adjudant-chef, travaillait à la base Yensa Van. Il est décédé en novembre dernier. J'étais juste fier de porter cela. Je peux dire que j'étais militaire dans ma tête. Face à ces cas répétitifs d'usurpation d'identité, les autorités compétentes appellent à une collaboration des populations afin de dénoncer d'éventuels cas qui pourraient ternir l'image des forces de sécurité. Elles sont environ 500 veuves à avoir pris part à cette cérémonie dédiée en leur faveur ce jeudi 23 juin 2022 à l'esplanade de la mairie de Yaoundé 4e à Ekono, ici à Yaoundé. Très souvent, ces veuves sont confrontées à des cruautés pires que la disparition de leurs époux. Elles doivent faire face à la belle famille, à certains us et coutumes qui les poussent à rester seules le plus longtemps possible avant de se remarier, à la stigmatisation, au rejet et bien d'autres encore. J'ai mes enfants, je ne m'en sors même pas. Je n'ai pas de soutien. Mon mari en mourant lui-même, il ne faisait rien, il était aussi seulement un débrouillard. Moi, là aussi, là, je suis une coiffeuse sans soutien. Bon, là aussi, là, je n'ai même pas de moyens financiers même pour payer les comptes de mes enfants. Aucune personne de ma belle famille ne s'occupe de moi. Je me bats seule avec les 4 enfants que j'ai. Et je suis technicienne de laboratoire, c'est ça qui m'occupe.
Pour pallier ces bémols justement et améliorer les conditions de vie de ces veuves camerounaises, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie-Thérèse Abena-Ondoa, met en leur disposition un manuel intitulé « Guide sur les droits et la protection des veuves ». Notre responsabilité est collective. Nous devons tous nous pencher sur la cause de la veuve et tout faire pour améliorer sa condition. L'État ne peut pas le faire seul. Nous comptons sur la société civile, les autorités religieuses, traditionnelles, les partenaires au développement. Elles ne sont pas seules, c'est une responsabilité collective. Cette célébration de la 12e édition de la Journée internationale des veuves est placée sous le thème « Protéger les veuves, une responsabilité collective ». La Grande Muette met le feu sur la scène. À chacun son pas de danse. Des talents cachés, dévoilés pour le plaisir du public, qui vibre également au rythme de la compagnie musicale de la Sûreté nationale, à travers sa fanfare et son orchestre. Ce déploiement exceptionnel met également au devant de la scène FAP Musique, un nouveau groupe qui rassemble 72 personnels du ministère de la Défense. Tous font voyager les spectateurs à travers leur voix suave. De l'opéra à un tempo beaucoup plus dansant, Martial Baker, dans la partie avec sa célèbre chanson Supportée, soulève la foule, les victimes de guerre en action. Et lorsque le groupe Zangalewa s'invite au show, ça donne ceci. C'est la fête de la musique, un concert organisé pour l'occasion par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, représenté au Palais polyvalent des sports de Yaoundé ce 21 juin par le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie nationale, Galax et Toga. Moment de communion au son de la Grande Muette, instant de partage avec la population. On ne savait pas que l'armée, en fait, des hommes en tenue, pouvaient aussi autant animer. Parce que là, vraiment, on se croirait vraiment dans un spectacle des civils. Vraiment, on a passé du bon temps. C'est fantastique. Cette 40e édition a également donné lieu à une remise de fauteuils roulants, béquilles, baumes, chevillères, appareils auditifs, entre autres, aux victimes de guerre. De quoi redonner le sourire à ces vaillants soldats qui ont défendu l'intégrité nationale avec honneur et fidélité. L'un des temps forts de cet événement, coordonné par le colonel Raymond Aléocole, directeur des sports, des archives culturelles et artistiques au MINDEF. Et des petits êtres qui méritent également d'être célébrés. D'ailleurs, ils sont célébrés tous les 16 juin de chaque année. Il s'agit bien sûr des enfants. Les enfants qui ont été célébrés le 16 juin dernier à l'occasion de la journée de l'enfant africain. Il s'agissait bien sûr de la 32e édition. C'est dans ce sillage que nous recevons Jean-Pierre Edouard. Il est le directeur de la protection sociale de l'enfance au ministère des Affaires sociales. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau de la Rétro. C'est un honneur d'être avec vous ce matin. Avec vous, on va débriefer cette célébration. C'est vrai qu'on est encore en plein dedans puisque le Cameroun, lui, s'est réapproprié cette célébration sous le mois camerounais de l'enfant. En tout cas, c'est le concept qui sous-tend cette célébration. Nous en sommes à la 2e édition. De prime abord, quel est l'état des lieux de la protection de l'enfance au Cameroun? Il est assez difficile de dire de façon globale quel est l'état des lieux. On peut peut-être parler de certains compartiments qui participent de la protection sociale de l'enfance et se demander s'il y a eu évolution, s'il y a des préoccupations majeures. Je prendrai 2 ou 3, peut-être 4 éléments fondamentaux de la protection ou qui participent des droits de l'enfant. Sur le plan de l'éducation, oui, on assiste à des avancées. Lorsque vous suivez les chiffres d'enfants aux examens, vous vous rendez compte que la population scolaire s'accroît.
Et ça veut dire que beaucoup d'enfants camerounais accèdent à l'éducation. Peut-être ce n'est pas encore ce qu'on souhaiterait, c'est-à-dire avoir toute la population jeune ou en âge scolaire qui accède à l'éducation, mais je crois déjà que ces chiffres sont encourageants et ça permet d'espérer que dans quelques années, la relève sera assurée. Nous prendrons également le domaine peut-être de la santé. Les campagnes de vaccination sont régulièrement organisées. Le paludisme simple est gratuit pour les enfants de moins de 5 ans, décrété par le chef de l'État. Les ARV sont accessibles. Mais on a encore des préoccupations qui apparaissent. Le ministre de la Santé était monté au créneau il y a quelques jours pour relever des préoccupations liées encore au paludisme, liées à le choléra, voulait faire quelques apparitions aussi. Donc, ce n'est pas encore l'embellie. Encore que, en matière de santé, l'embellie n'est qu'un vœu parce que chaque jour, il y a comme résurgence de nouveaux mots et on peut se dire, tant qu'on maîtrise un peu le plateau sanitaire, c'est une très bonne chose pour les enfants. Dans le domaine peut-être de la protection même, parce qu'en réalité, il faut distinguer la protection qui est la protection des enfants qui sont vulnérables de la protection sociale globale. Alors pour les enfants vulnérables, oui, il y a eu quelques avancées. Il y a quelques années, 2017, nous avons élaboré pour la première fois un document de politique nationale de protection de l'enfant. Nous avons élaboré un document de politique de développement de la petite enfance qui couvre la période 0-8 ans. On a encore des soucis, et je crois que ça a souvent été relayé par Canal 2, les problèmes des enfants à la naissance. C'est encore des soucis parce que de nombreux enfants aujourd'hui n'ont pas d'acte de naissance. Les parents traînent encore à bénéficier de ce que la loi leur offre, parce qu'en réalité, la loi de 2011 permet aux parents d'avoir 90 jours pour établir les actes de naissance. Donc on a encore aujourd'hui de nombreux enfants sans acte, c'est une préoccupation. On a encore de nombreux enfants qui sont victimes de violences. C'est une préoccupation pour nous dans les champs des affaires sociales, parce que tant que des enfants subiront la violence des adultes, les abus des adultes, on ne pourra jamais trouver le sommeil, parce que une violence exercée sur un enfant, c'est une vie qui est gâchée, c'est une vie qui peut être compromise à jamais, c'est une personnalité qui est perturbée. Donc là encore, on a des soucis, des abus continuent, les violences continuent. Cette année, nous avons célébré la 32e édition, comme vous l'avez dit, la journée de l'enfant africain, sous la préoccupation des pratiques néfastes qui affectent les enfants. Justement, j'y arrivais. Le thème cette année, c'était protégeant chaque enfant contre la violence, l'exploitation, les négligences et les abus, une priorité pour le gouvernement camerounais. Au vu du chantier énorme que vous avez décrit, est-ce que ce projet-ci est réaliste? Il est réaliste, oui, parce que déjà, c'est une responsabilité qui incombe à tout le monde. Donc le projet est réaliste. Mais là où nous avons quelques soucis, c'est que les domaines dans lesquels on avait quelques quiétudes commencent à ne plus présenter les garanties qu'on avait. Vous savez, on savait que le cercle familial était le premier milieu sécurisant pour l'enfant, le premier milieu où l'enfant apprenait les valeurs essentielles. Aujourd'hui, on a quelques soucis. La famille, malheureusement, commence à être le creuset même des violences. La famille commence à ne plus être là où l'enfant apprend l'essentiel de ce qu'il devrait apprendre. Aujourd'hui, c'est la rue, ce sont les médias, c'est monsieur tout le monde qui donne les éléments, les fondamentaux de l'éducation à un enfant, et ça, nous avons des soucis. Et la preuve, c'est que c'est décrié presque par tout le monde, la situation d'inadaptation sociale des jeunes ne fait que s'accroître. Tout à l'heure, j'étais très intéressé par le reportage sur les tests des stupéfiants, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, dans des milieux où on était supposé ne pas entendre ce genre de choses, on savait par exemple qu'il y avait des enfants qui, très jeunes, pouvaient essayer de l'alcool, pouvaient essayer de la cigarette. Aujourd'hui, on parle de drogue. Et lorsqu'on parle de drogue, vous voyez ce qui va avec, c'est-à-dire la dépravation des mœurs. Donc là également, nous pouvons nous dire,
il y a des soucis, il y a des préoccupations, et il y a intérêt à ce qu'il y ait véritablement une mobilisation sociale pour que chacun d'entre nous se reconnaisse une responsabilité. J'insiste là-dessus, ce n'est pas une fuite des responsabilités de notre part. Mais nous pensons que l'État pourrait bien faire son travail, mais les autres acteurs seraient à ne pas oublier quelles sont leurs responsabilités. Parce qu'on aurait eu l'impression que le ministère des Affaires sociales refile peut-être la patate chaude aux parents. Est-ce que déjà le budget qui est alloué, par exemple, au MINAS, convient aux besoins sur le terrain? Moi, j'ai une préoccupation personnelle. Chaque fois qu'on veut parler de budget, je dis oui, probablement, il ne peut pas permettre de résoudre tous les problèmes sociaux, mais qu'il permet déjà de résoudre certains problèmes. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on voit l'impact de ce qui est déjà débloqué pour se dire si on avait plus. Donc, même au sein du ministère des Affaires sociales, le champ et la préoccupation de madame, c'est de dire, ok, notre rêve, notre plaidoyer, c'est qu'on nous alloue davantage de moyens, mais les premiers moyens qui sont là, il faudrait que la société camerounaise sente qu'il y a un changement social, sente qu'il y a quelque chose qui est fait. Donc, en même temps, oui, notre souhait, c'est qu'on ait davantage de budget, mais notre souhait également que la performance du ministère soit le leitmotiv de nous tous qui sommes travailleurs dans ce domaine-là, et aussi qu'elle puisse effectivement permettre à l'ensemble du corps social de savoir que, oui, voilà un champ gouvernemental qui fait des efforts, peut-être qu'il ferait davantage s'il y avait plus de moyens. S'il y avait plus de moyens, on sait que la protection de l'enfance, ce sont des droits, droit à l'éducation, droit à la santé, droit à ci, droit à ça, mais il y a également un volet qui est très souvent négligé, c'est le volet bien-être, le volet épanouissement. Est-ce qu'on est en droit de dire aujourd'hui que l'enfant camerounais, précisément, se sent bien? Il faut dire que il faut relativiser les préoccupations liées à l'épanouissement et au bien-être. Parce que vous savez que on peut, si on va très vite, faire des comparaisons qui ne tiendraient pas la route. Se dire le bien-être, c'est quoi? On nous dit les critères sont manger à sa faim, les critères sont pouvoir accéder aux loisirs, les critères sont pouvoir se soigner quand il est dans le besoin, pouvoir, je vais aller à l'infini. Avoir une bonne hygiène, avoir un sommeil convenable. Avoir un sommeil convenable. Mais je vais vous surprendre. Moi, je dors mieux quand je suis dans mon village que quand je suis en ville. Est-ce que l'enfant du village serait donc mieux que l'enfant de la ville? Parce que les nuisances, par exemple, en milieu urbain, ne permettent peut-être pas de dire qu'il y a le bien-être. Pour dire quoi? Pour dire simplement que je voudrais qu'on relativise les notions d'épanouissement. Oui, les fondamentaux sont là. C'est-à-dire qu'il faut avoir un toit, il faut pouvoir se faire soigner, il faut pouvoir manger à sa faim, il faut pouvoir être en sécurité. Être en sécurité. Quand l'enfant de mon village peut manger son bâton de manioc ou bien son plantain le matin avant d'aller au champ, il ne vous demande rien d'autre. Lorsqu'il peut revenir des champs et savoir que maman est en train de préparer les légumes et qu'il va bien manger, il ne vous demande rien d'autre. Lorsqu'il peut se coucher sur un lit et passer une nuit paisible, oui, on peut se dire que à son niveau, il ne demande pas autant. Parce que l'erreur serait de faire des comparaisons. À la limite, le moins haïssable, mais beaucoup d'entre nous se sentiraient davantage mieux sur un lit en bambou que sur un lit avec matelas. Parce qu'en réalité, on se dit, les contorsions qu'on réalise lorsqu'on est sur un matelas nous donnent encore d'autres maladies. Oui, est-ce que l'enfant camerounais, je reviens à votre question, peut se dire, je me sens bien? Je crois qu'il y a des raisons d'espérer. Il y a déjà la moyenne qui est là, mais il y a une nécessité de faire davantage des efforts, et ça, c'est de la part de tout le monde. Et je parle de l'enfant camerounais, qu'il soit en zone rurale, qu'il soit en zone urbaine. Mais il faut dire que les besoins et les défis même de protection de l'enfant ont évolué aujourd'hui. On a la problématique, par exemple, des réseaux sociaux. Ces mineurs-là qui, à longueur de journée, se donnent en spectacle sur des réseaux sociaux aussi divers que variés, que ce soit TikTok, que ce soit autre. Que fait le ministère dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a une réglementation appropriée pour régir ce cas d'exposition? Carrément, ils sont jetés dans la gueule du loup lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, la société est très pervertie. Alors, jusqu'à une date récente, on pouvait dire que nous maîtrisons. C'est-à-dire que ce n'est pas nous, au niveau du ministère des Affaires sociales, qui tenons
toutes les ficelles. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui réprimandent, par exemple, l'exposition des enfants à la pornographie, à ceci. On a activé ces ficelles-là pour dire, par exemple, aux forces de maintien de l'ordre, veillez au ministère de la Culture, maintenez le cap. Mais aujourd'hui, il faut regarder d'autres choses, il faut réviser la manière de voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le téléphone? Je vais vous dire que moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le téléphone parce que, en dehors d'appeler, en dehors je sais pas, d'envoyer des messages, je ne suis pas sûr que je sais faire beaucoup de choses dans mon téléphone. Maintenant, il faudrait bien regarder qu'est-ce que nos enfants font avec le téléphone. Il faudrait peut-être pas interdire parce que l'une des erreurs qu'on observe, c'est qu'on dit, mais il faudrait réglementer. Non, on prend le téléphone à l'entrée, par exemple, dans la salle de classe, et on le reprend à la sortie. Je peux vous dire une chose, c'est que si on ne fait pas attention, ils ne sont même pas là avec vous. Oui. Ils n'ont pas leur téléphone, mais ils sont en train de penser que combien de messages je peux avoir reçus. Est-ce que tel a répondu à mon passage à Facebook le matin? Donc, il faudrait qu'on renvoie encore le problème là où il devrait se poser, c'est-à-dire commencer par une éducation à la base, par amener les parents à assumer leurs responsabilités. Qu'est-ce qu'on regarde aujourd'hui quand vous arrivez dans une maison? Tout le monde a son téléphone. Quand ils sont là, c'est-à-dire les parents, les enfants. On l'appelle la génération tête baissée. La génération tête baissée. Quand les enfants ne sont pas enfermés dans leur chambre, ils sont tous au salon, personne ne parle à l'autre. C'est à peine, quand ils lèvent la tête, ils vous demandent maman ou bien papa, la nourriture est déjà prête. Et à certains moments, vous pouvez fuir votre rôle de parent parce que pendant qu'ils mangent, ils n'observent même pas au moins le respect de leur estomac pour dire je finis d'abord de manger. Ils sont en train de manger et ils manipulent le téléphone. Quels sont ces messages que vous allez recevoir pendant que vous mangez? Donc pour dire que le problème devient assez complexe, il faut revisiter certains paradigmes. Et nous les parents d'abord, et aussi les hommes de médias que vous êtes, l'éducation, parce qu'on vous fait beaucoup confiance. Et si certains types de messages, si certaines préoccupations sont relayées par les médias, parce que les médias ont encore, j'insiste là-dessus, la confiance de la jeune génération, certaines choses iraient mieux. Mais nous pensons qu'il faut revisiter notre manière d'éduquer nos enfants, de vivre avec nos enfants, de vivre même dans nos familles et dans nos communautés. Et l'occasion pour moi de vous poser la question de savoir véritablement quelles avancées sur le plan législatif peut-être, mais également sur le plan institutionnel par rapport au système même de protection de l'enfance sera attendu à ce qu'il y ait plusieurs paliers, l'assistance sociale, etc., etc. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je vais vous dire, d'abord, je reviens sur le concept même de protection. Le concept de protection a plusieurs paliers. Il y a ce que vous avez appelé l'assistance. Et il y a l'universalité des services, c'est-à-dire le système que prône un peu la CNPS et autres. Il y a la promotion de l'équité, il y a la prise en compte des spécificités, c'est beaucoup. Il faut pouvoir véritablement asseoir une protection sociale pour dire il y a un système d'assistance pour ceux qui ne peuvent peut-être pas accéder. Il y a un système de sécurité sociale pour que chacun, que ce soit les productifs ou non, qu'ils puissent avoir la garantie que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui ne pourra pas compromettre la vie de demain. Il y a la promotion d'équité, c'est-à-dire que comment faire pour que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder aux éléments qui sont dans la société. Il faut tenir compte des spécificités, celles des populations qui sont dans des situations particulières. Aujourd'hui, vous savez, on vit un contexte qui n'est pas très facile. Je suivais encore le ministre délégué à la présidence chargé de la défense qui était dans la partie nord en fin de semaine. Vous savez qu'on a des préoccupations dans 3 autres régions, je préfère le dire, parce qu'il y a la partie septentrionale, il y a le nord-ouest, le sud-ouest et il y a l'est. Donc quand on a tous ces éléments-là, il faudrait voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Est-ce que les enfants à ces endroits-là bénéficient des mêmes opportunités? Est-ce qu'il ne faut pas revoir le système de fonctionnement dans ces régions tenant compte des nouvelles réalités? Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est davantage ce qu'on appelle les IDP, donc les déplacés internes. Donc ces enfants qui sont allés dans les autres régions, c'est une préoccupation. Mais il faut désormais l'intégrer. Au niveau du ministère des Affaires sociales, nous avons élaboré un plan stratégique
de prise en charge psychosociale des déplacés internes. Parce qu'il faut pouvoir dire que toutes ces personnes, enfants comme adultes, se retrouvent dans des milieux qui leur sont inconnus, devraient réapprendre à vivre dans un milieu, nouveau milieu, et maintenant commencer à rechercher l'accès à ce qui participerait de ce que vous avez appelé tout à l'heure le bien-être. C'est-à-dire qu'en réalité, les enfants devraient pouvoir aller à l'école. Qu'est-ce que vous leur proposez donc? Puisqu'on observe qu'il y a une grosse partie de ces enfants-là qui, à cause des besoins primaires auxquels ils font face, jouent les ménagères dans des maisons où on ne sait pas trop comment on les traite. Ces déplacés internes-là qu'on retrouve aujourd'hui, en ce moment, c'est la période des vacances à tous les carrefours, au niveau des feux. Vous observez ce phénomène-là. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement? Je n'irai pas avec vous dans ce sens-là parce qu'il y a toujours eu des enfants au niveau des feux. Il y a toujours eu des enfants dans la rue. Mais qu'est-ce que nous leur proposons? D'abord, nous les accompagnons dans la gestion de leur nouvelle situation. C'est ce que nous appelons l'accompagnement psychosocial. Les services sociaux sont là pour les amener. Le psychosocial regroupe deux choses. La compréhension de ma nouvelle situation et la recherche des nouvelles voies d'une vie équilibrée. Ça, c'est notre premier travail. Le deuxième travail, lorsque c'est possible, il y a l'assistance. C'est-à-dire les enfants qui doivent aller à l'école, s'il y a possibilité de les aider, il y a certains qui bénéficient des aides du ministère des Affaires sociales. Mais il y a l'autre côté qui est également important pour nous, c'est la médiation et le plaidoyer. C'est-à-dire là où les portes sont encore fermées, est-ce que les services sociaux peuvent, par notre position d'agent gouvernemental, faire ouvrir ces portes pour dire il y a tel ou tel élément. Je prends en Kassem l'accès aux soins de santé. Lorsque les IDP ont des problèmes de santé, les services sociaux devraient pouvoir faciliter leur accès aux soins de santé. Lorsqu'ils ont des problèmes d'inscription des enfants à l'école, je vais vous dire quelque chose qu'on a avec les déplacés internes. Ils n'ont même pas de papier officiel. Il va falloir les inscrire à l'école. Heureusement, notre système éducatif a intégré cette donne-là pour dire que, je crois qu'il y a eu un acte du ministre des enseignements secondaires, un acte du ministre de l'éducation de base pour dire, on les admet d'abord. Et maintenant, on va voir comment les rétablir par rapport à leur identité. Donc, notre rôle également, c'est l'advocacy et la médiation. L'autre élément, c'est la réinsertion. Ce côté-là est plus compliqué parce qu'il y a certains qui avaient déjà une activité, qui n'ont pas les mêmes repères. On a connu certaines qui se sont livrées, pas des enfants d'abord, mais des adultes qui se livrent à ce que vous appelez la prostitution, alors qu'elle était coiffeuse hier. Il est important que ces personnes-là soient accompagnées pour qu'elles redeviennent membres de la nouvelle communauté et qu'elles comprennent qu'elles peuvent continuer à exercer les anciennes activités. Donc notre rôle également, c'est de pouvoir assurer leur réinsertion sociale, là où c'est possible. Et nous avons la chance que les services se trouvent presque partout au Cameroun, c'est-à-dire dans toutes les 10 régions, dans 58 départements, et nous avons les unités techniques opérationnelles. Donc, ce n'est pas encore la plénitude en termes d'intervention, mais c'est un problème que nous prenons très au sérieux, qui est déjà intégré dans les stratégies ministérielles, et nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, qu'avec l'apport de tout le monde, là où nous pouvons, au niveau du ministère des Affaires sociales, poser des actes individuels, on le fait. Mais nous pensons que c'est davantage dans une approche synergique parce que leurs problèmes ne sont pas des problèmes suffisamment simples. Quand je vous parle d'acte de naissance, il va falloir intégrer les autres acteurs qui participent, l'État civil, le BUNEC et autres, la justice, et ainsi de suite. Donc, nous pensons que c'est une nouvelle donne qu'il va falloir intégrer parce que notre souci au niveau du gouvernement, c'est que personne ne se sente étranger. Donc, quand ils sont même nouveaux dans une zone, il faudrait qu'au bout d'un certain temps, qui se considèrent comme membres à part entière de cette zone-là, quand bien même on dirait que c'est provisoire, on voudrait que le provisoire ait d'abord une assise avant de voir si après on devrait chercher d'autres solutions. Et justement, l'un des aspects que vous avez soulevé tout à l'heure, c'est l'aspect prise en charge financière, parfois des facilités. Quelles sont les conditions à remplir? Quelle est la procédure, le process pour pouvoir bénéficier de cette assistance-là et à combien s'élève-t-elle à peu près? Alors, je ne donnerai pas des chiffres parce que ces chiffres donnés comme cela ne reflèteraient pas la réalité. La première démarche, c'est de se faire connaître des services sociaux. C'est vrai que nous avons trois stratégies même d'intervention. Il y a l'approche de service, c'est-à-dire les gens viennent vers nos services. Et il y a l'approche interventionniste où nous allons vers les communautés, faire passer le message pour dire s'il y a des gens, et nous utilisons les relais comme les églises,
et autres structures sociales pour dire les services sociaux sont là, donc venez nous rencontrer et ensemble nous allons rechercher. Le problème que nous avons, c'est que l'idée qu'on a encore du social, c'est un peu le social de 1950. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient au social, il dit, il faut qu'on trouve la solution à mon problème. Je suis allé aux affaires sociales et on n'a pas pu m'aider. Voilà la personne, elle ne revient plus. Or, nous on dit, même si on avait des ressources pour vous aider, il faudrait qu'on vous aide d'abord à accepter la nouvelle situation. Et après, ensemble, parce que nous ne résolvons pas les problèmes pour des gens, nous les accompagnons simplement. Donc, ensemble, nous allons chercher des moyens pour votre intégration. Donc, la troisième approche, c'est que lorsque nous n'allons pas vers eux, lorsqu'ils ne viennent pas vers nos services, dans un cas comme dans l'autre, au milieu là, il y a des gens qui vont les amener vers les services sociaux. Et quand ils viennent vers nous, ce que nous faisons, c'est qu'il y a des solutions qui dépendent directement de nous. Il y a des solutions qui dépendent d'autres acteurs. Comme je l'ai parlé de médiation tout à l'heure, nous utilisons également ce positionnement de médiateur pour pouvoir leur permettre d'accéder à quelques autres services qui permettraient de participer à leur équilibre, qui permettraient de récupérer ou de retrouver ce lien rompu avec le champ social, parce que ce déplacement, cette rupture par rapport à leurs origines crée véritablement une rupture dans leur équilibre personnel. Il va falloir renouer les fils et c'est après cela qu'on peut commencer à chercher quelle est la voie la meilleure qui permettra à ces personnes de se retrouver. L'un des indicateurs de l'état d'esprit et même de l'état psychologique des enfants aujourd'hui, ça s'observe précisément au milieu scolaire. On a des enfants très violents, de plus en plus, vous avez dit, qui sont sous l'emprise de substances psychotropes pour certains. Aujourd'hui, on a envie de se demander, les enfants sont-ils des bourreaux ou des victimes, puisqu'on a vu des enseignants ou encore leurs pères perdre la vie dans des circonstances troubles? Oui, bon, c'est des situations pour le champ social. Au départ, ça peut embarrasser, mais nous trouvons cela comme des situations, je mettrai entre guillemets, normales. Normales parce que les enfants reproduisent ce que la société leur donne. Qu'est-ce que le champ social préconise comme solution aujourd'hui? La négociation n'existe plus. Lorsque nous avons un problème entre adultes, soit nous allons devant les tribunaux, soit nous le résolvons avec la force. L'enfant est là, il vit ces situations, il les copie. Et il va prendre cela comme mode de résolution des problèmes. En réalité, l'enfant ne fait que refléter ce que la société lui donne. Il n'a pas de solution. Et comment vous adressez ces questions? Alors, comment nous adressons ces questions? Nous disons d'abord, en amont d'abord, il faudrait que l'éducation soit renforcée. Qu'on présente d'autres modèles aux enfants que des modèles de violence. Vous savez, le cycle d'évolution d'un enfant, c'est quoi? C'est que 0-6 ans jusqu'à 8, peut-être petite enfance, on lui donne vraiment les éléments basiques pour dire la vie en société c'est ceci, voici ce qui doit constituer le socle de ta personnalité. À partir de là, il commence à éclore comme être humain, donc ça arrive à ce que vous appelez l'adolescence, donc avec l'éclosion physique, physiologique de l'être, il faudrait qu'il se trouve un chemin. Voilà là où se trouve le premier élément. Où est-ce qu'il va trouver des repères pour se trouver un chemin? Parce que c'est une phase normale. Pour tous les enfants, il faut se frayer un chemin. Il faudrait qu'il ait une identité. Il faudrait qu'il puisse parler en son nom. Ce n'est plus le nous, ce n'est plus le papa, c'est moi. Et il va parler en son nom lorsqu'il aura eu des repères. Vous comprenez que si dans la petite enfance, ces repères ont manqué, il va s'agripper aux autres éléments qu'on va lui présenter comme repères. Et ces éléments-là, c'est des éléments de facilité. C'est des éléments de résolution rapide des problèmes. Quand un enfant recourt à la violence, il veut faire quoi? Il pense pouvoir résoudre un problème. Parce qu'il aura compris dans son évolution que c'est le mode de résolution des problèmes qui est préconisé. Et le recours aux substances psychotropes, c'est un recours d'accès à la facilité aussi. Parce que je me souviens dans notre jeunesse, on disait on fumait pour que l'intelligence... En réalité, ça m'amuse souvent de penser à ça. On disait que c'était ce qu'on appelait les matheux, donc les gars qui faisaient les mathématiques et autres. C'est là où on trouvait plus de fumeurs. Les sciences exactes. Les sciences exactes, on disait non, c'est eux qui fument parce que pour faire les équations mathématiques. Ce qui était complètement faux. Mais c'était le raccourci qu'on trouvait. Donc les enfants vont être habitués au raccourci. L'enfant va admirer une personne, pas parce qu'elle sait comment la personne s'est déployée pour se retrouver là,
mais parce qu'elle voit le visage que présente la personne. Et cette admiration va faire en sorte qu'il ne voit même pas les trous qui sont devant lui. Il voit seulement là où Janice se trouve. Et il voudrait se retrouver à cette position-là. Comment faire pour traverser ce vide? Non, il ne cherche pas. Et lorsqu'on va lui proposer quelque chose de facile, c'est-à-dire la drogue, qui va permettre de traverser, il va prendre cela. Donc c'est une préoccupation et c'est une interpellation sociale aussi. Il faudrait que les enfants, encore renforcent l'éducation des enfants, que les adultes soient adultes. Parce que malheureusement aussi, beaucoup d'adultes restent enfants. Quand vous suivez un enfant dans sa recherche de solutions, mais vous êtes deux enfants. Et à ce moment-là, tant pis pour les conséquences. Et qu'est-ce que vous conseillez donc à ces adultes, à ces parents? Puisqu'aujourd'hui, il y a la problématique des violences faites aux enfants. Est-ce qu'on doit rester dans le paradigme d'antan qui prônait vraiment le fouet, le bâton, ou alors être dans la nouvelle posture très occidentalisée où on chouchoute, où l'enfant est vraiment comme un œuf? Alors, je vais vous donner deux positions. La première position, parce que de ma posture de psychologue, la violence n'a jamais résolu un problème. Je dis bien, n'a jamais résolu un problème. Parce qu'à certains moments, lorsque vous utilisez la violence, vous voulez faire passer un message. Est-ce que l'enfant est déjà capable de comprendre le message que vous voulez faire passer? Ce n'est pas toujours évident. C'est-à-dire qu'en réalité, vous voyez, lorsque vous punissez un enfant, à certains moments, ce n'est pas l'acte qu'il a posé, mais la symbolique ou la signification de l'acte pour vous, que vous voulez sanctionner. Votre maman vous a demandé de rester puiser de l'eau quand elle partait au champ. Quand elle revient, vous n'avez pas puisé de l'eau. Et quand elle vous demande pourquoi on n'a pas puisé de l'eau, vous dites, maman, je n'avais même pas suivi que tu demandais que je puise de l'eau. Lorsqu'elle sanctionne, elle ne sanctionne pas le fait que vous n'ayez pas puisé de l'eau. Elle sanctionne le mensonge que vous êtes en train de cultiver. Mais est-ce que vous comprenez même que c'est le mensonge qu'on sanctionne? Pour vous, c'est que maman m'a tapé parce que je n'ai pas puisé de l'eau. Oh, pour la maman, ce n'était pas ça. Son problème était, en plus, tu es en train de mentir. Donc, à un certain âge, il ne comprend même pas très bien pourquoi il est sanctionné. Et je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous utilisez la violence, vous voulez résoudre l'effet que l'acte posé a généré en vous. Et tant que vous aurez ce je peux appeler la boule en vous, vous continuerez à frapper. C'est pour cette raison que pour un fait, vous pouvez donner 2 coups de fouet, ou alors, si on prend les adultes, 2 coups de poing. Pour un autre fait, vous donnez 10 coups de poing. Tant que la boule qui est en vous, c'est-à-dire cet effet sommeillera en vous, vous penserez que vous allez vous décharger sur la personne et vous ne résolvez aucun problème. Maintenant, la réglementation interdit parce que simplement, non seulement ça ne résout pas de problème, mais ça occasionne des traumas sur les victimes, de telle sorte que demain, après-demain, ça va être très compliqué de récupérer ces enfants-là. Alors, il y a quelques jours, vous étiez au Parlement, à l'Assemblée nationale, cela va sans dire, devant les parlementaires, devant la Commission des affaires sociales précisément. On imagine que vous étiez à la recherche de solutions. Oui, sur instruction de Madame le ministre des Affaires sociales, nous sommes en train... Madame le ministre, Madame Pauline Irène Guéné avait amené un concept quand elle est arrivée à la tête de ce département, c'est le concept d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, c'est l'identification d'un problème, l'identification d'une solution possible par rapport à ce problème et la mise en route de cette solution-là. C'est les 3. Alors, on a compris que l'une des failles que nous avons, c'est l'absence de mobilisation sociale autour de la préoccupation des plus vulnérables. On a l'impression que quand il y a vulnérable, on dit, est-ce que vous êtes allé aux affaires sociales? Est-ce que vous êtes allé peut-être à la promotion de la femme? Nous pensons que c'est l'affaire de tout le monde. Et nous pensons que si tout le monde adhère à la cause sociale. Alors, la démarche était double. D'abord parce que, je vous ai dit, la thématique de la 32e édition de la journée de l'enfant africain était l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Il fallait aller davantage présenter cette problématique pour dire quelque chose, Janice. C'est-à-dire que lorsqu'on présente cette problématique, on n'est pas contre l'éducation des enfants par rapport à leur culture. On ne combat pas la culture. Mais ce qu'on voudrait combattre, c'est les excès qu'on retrouve dans cette culture, les risques que certains éléments de cette culture présentent pour les enfants. Par exemple,
Par exemple, le mariage d'enfants. On parle souvent de mariage précoce. Non, le mot là n'existe pas parce qu'un mariage d'enfant n'existe même pas. Il n'est pas précoce. Quand on est enfant, on ne se marie pas. Donc le mariage d'enfant, parce que l'enfant n'est pas encore constitué. L'enfant, c'est de 0 à moins de 18 ans. Sur le plan physiologique, la jeune fille, la petite fille est encore en plein processus de développement. Vous lui demandez d'aller tenir un foyer, d'aller assumer les obligations d'une épouse et probablement de faire des enfants. Ça voudrait dire que pendant qu'elle est en pleine croissance, elle devient l'éducatrice d'une autre personne. Vous êtes en train de compromettre les deux éléments. Non seulement elle-même, elle n'aura pas parachevé son processus d'éducation, mais également l'enfant à naître ne pourra pas bénéficier parce que si moi-même je n'ai pas encore un bagage, comment je vais transmettre ce bagage-là à l'enfant? Deuxième cas de figure, c'est le travail des enfants. Le travail des enfants est interdit à moins de 14 ans. C'est un travail rémunéré. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Sur des enfants qu'on rencontre dans la rue, si vous prenez celui-là, on dit c'est un travail socialisant. Mais la rue, c'est qui? La rue, c'est monsieur tout le monde. Ça voudrait dire que l'enfant peut aller pour vendre des cacahuètes. Mais là-bas, il rencontre n'importe qui peut lui apprendre autre chose que ce que vous avez comme valeur à la maison. Il n'y a pas que la rue, je le mentionnais tout à l'heure, il y a des parents qui placent leurs enfants et qui perçoivent le salaire toutes les fins de mois. Ça s'appelle la traite. Donc ça également, c'est condamné. Ce sont les pratiques néfastes. Mais qu'est-ce que vous suggérez à la place? Qu'est-ce que, quand on voit la conjoncture économique actuelle, qu'est-ce que vous remplacez ces pratiques, on ne va pas dire africaines? C'est surtout ça qui me fait mal, ce mode de raisonnement. L'enfant n'est pas là pour produire. L'enfant est là pour recevoir, parce que son tout viendra de produire. Pourquoi aujourd'hui on voudrait qu'il devienne agent de production alors qu'il devrait encore être bénéficiaire de la production de ses parents? C'est le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que les parents semblent vouloir dire l'enfant doit participer. Alors, je vais vous dire, il y a l'article 31 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant qui parle des devoirs de l'enfant. Et c'est là où il y a la confusion. L'enfant doit pouvoir comprendre qu'il doit participer à la vie de sa communauté, mais dans la limite de ce qu'il est capable de faire. Un enfant qui aide son parent à laver les assiettes, à laver le sol, c'est des processus d'éducation qui existent. Mais lorsqu'aujourd'hui vous pensez que lui-même doit produire, alors que c'est vous qui devez produire pour l'aider à accéder à ce qui pourrait demain faire qu'il devienne adulte comme vous, voilà tout le problème. Et que les parents comprennent. On ne fait pas des enfants pour qu'ils viennent faire notre travail. On les fait pour les élever d'abord. Et demain, ils seront positionnés comme parents et ils auront la même responsabilité. Alors, ils ne sont pas là pour nous. On termine donc par là le mois de l'enfant camerounais, le mois camerounais de l'enfant. Qu'est-ce qui est en perspective? Quelles sont les actions concrètes qui vont être menées sur le terrain ou alors celles que vous prévoyez faire dans un futur proche? Alors, maintenant le ministre, lorsqu'elle a décidé de créer ou alors de mettre sur pied le mois camerounais de l'enfance, je précise, c'était pour dire il faudrait que la société camerounaise comprenne qu'il est important de réserver une place à l'enfant. Vous allez dire on n'a pas de leçons à donner aux parents, c'est vrai. Mais il faudrait que parents, qu'on observe une période de véritable prise de conscience de la place que l'enfant... Parce qu'il faut dire que l'enfant n'est pas un petit adulte. L'enfant, c'est un être humain à part entière, mais qui est seulement en train de croître. Donc le mois comme de l'enfant, c'est de dire, la société camerounaise, essayons de réserver un temps pour chaque année pour voir à quoi ressemblent nos enfants, pour interroger notre manière de traiter nos enfants. Ça peut avoir des activités, mais ça peut être également dans une approche essentiellement philosophique ou idéologique où chacun s'interroge. Pendant le mois de juin, qui sont mes enfants? Qu'est-ce que je fais pour mes enfants? Qu'est-ce que mes enfants vont devenir? Je peux simplement m'interroger et peut-être au sortir de là, et c'est ce que nous souhaitons, vous décidez de changer, de réorienter votre manière de voir. Donc, pour cette année, cette deuxième édition, nous l'avons meublé dans un certain nombre d'activités parce que vous aurez compris que il y a eu la journée de l'enfant africain pour le 16. Tout à fait. Pour aujourd'hui, nous avons la 23e session spéciale du Parlement des enfants, aujourd'hui. Donc, où les enfants vont se retrouver devant les membres du gouvernement pour présenter leurs préoccupations et recevoir des réponses. Donc, c'est des activités. On a également organisé ce que nous avons appelé la caravane des enfants
qui disent non aux pratiques néfastes. Nous avons organisé le boulevard de la protection de l'enfant. Tous ces éléments, c'est des événements d'interpellation, d'appel à une prise de conscience. Alors, qu'est-ce que cela va donner? C'est encore trop tôt de pouvoir évaluer, mais nous voulons nous rassurer qu'au sortir de là, peut-être qu'il y aura de moins en moins de situations de violence exercée sur les enfants, mais il y aura davantage pour les parents un autre regard jeté sur nos enfants. Notre regard jeté sur nos enfants, la problématique est en tout cas en cours d'adresse au niveau du ministère des Affaires sociales, mais également au niveau du Parlement. Jean-Pierre Edjoua l'a dit, la protection de l'enfant, c'est une affaire de tous. Il nous incombe donc tous d'adresser cette question. On espère qu'il ne sera pas juste question dans le temps d'un mois d'adresser cette question, mais bien sûr tous les jours de l'année. Merci Jean-Pierre Edjoua d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui remercie Canal 2 de nous avoir ouvert les portes. C'est vrai que vous êtes toujours avec nous, parce que je crois que vous avez compris que j'ai failli dire sans vous, notre action ne pourrait pas véritablement avoir l'audience souhaitée. Nous voulons penser qu'au-delà de ce mois, et puisque nous sommes assignés à cette tâche, nous-mêmes, nous allons davantage prendre conscience aussi de nos responsabilités et améliorer notre manière de faire pour le bien-être et pour le bonheur de nos enfants. Le message n'est pas tombé dans des oreilles de sourds. Madame, messieurs, merci de nous avoir suivis une fois de plus. La rétro stop est fin. Rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition de ce programme. Restez en compagnie des programmes de Canal 2 International.